Merci beaucoup Valérie. Ça fait des années que vous alertez sur le réchauffement climatique. Je me souviens de votre duel avec Claude Allègre il y a bien des années, à l'époque où les choses étaient peut-être moins claires qu'aujourd'hui encore. Donc je suppose que vous êtes vraiment beaucoup confronté à cette idée, cette difficulté de se confronter aux politiques, de faire prendre au sérieux ces discussions-là. Je me souviens d'un fil Twitter sur le film Don't Look Up où vous disiez que c'était parfois même pire que ce qu'il y avait dans le film, la réalité. Quand vous avez donné 3 minutes pour expliquer le réchauffement climatique à un politique de haut niveau. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'avoir leur écoute? Pourquoi la société a tant de mal à gérer cette question du climat? Alors, première chose, en fait, moi, je revendique qu'il y ait une place pour la science, pour les scientifiques, sur la place publique. Je le revendique. Et quand j'ai commencé à m'impliquer en dehors de mon laboratoire, je travaillais sur les carottages dans les glaces, la compréhension des changements climatiques passés, en dehors d'enjeux de société. J'éprouvais le sentiment de chance d'être financé par de l'argent public pour une recherche pilotée par la curiosité et le devoir de partager cela en mesurant systématiquement le fossé qui existait entre les connaissances qu'on a dans nos laboratoires et la culture générale, ce qui est enseigné à l'école, avec le sentiment de devoir aider à passer, ce qui est aussi, je pense, le rôle des journalistes scientifiques, des médiateurs scientifiques. J'ai vraiment évolué dans ma démarche scientifique depuis le moment où j'étais en thèse de doctorat, dans cette direction-là. Et effectivement, les enjeux sur le climat, ce sont des enjeux sociétaux majeurs. Alors, vous parliez de crise lente, c'est ça? En fait, il y a des aspects aigus, des événements extrêmes, plus fréquents, plus intenses, plus sévères. Il y a des effets chroniques, moins spectaculaires, plus insidieux, comme la montée du niveau des mers, ou les effets du changement climatique sur les écosystèmes. Et au fond, pour moi, c'est des enjeux de transformation subie, c'est-à-dire on ne se prépare pas, on subit. Choc après choc, crise après crise, et des enjeux de transformation choisis. Et tout ça pose des questions d'expertise, de connaissances scientifiques qu'on choisit d'ignorer ou qu'on mobilise pour éclairer un débat démocratique des décisions politiques. Et j'ai eu l'impression depuis 2 ans que nos collègues épidémiologistes et autres spécialistes de santé ont vécu en accéléré des choses que j'ai ressenties depuis une trentaine d'années autour des sciences du climat, avec des enjeux d'expertise collégiale par rapport à la recherche qui se fait, le fait de mettre un pas de côté, collectivement, et de dégager ce qui est robuste, solidement établi, mais aussi les limites des connaissances, et de le partager le plus clairement possible. Donc ce côté de maturation de l'état des connaissances, pour moi, c'est vraiment la force du travail qu'on fait avec le GIEC ou l'IPBES pour la biodiversité, qui n'est pas en fait l'opinion d'une personne, mais qui est le résultat de l'examen des éléments probants, objectifs, rigoureux, international, et qui permet de dégager successivement cet état des connaissances scientifiques. Alors pourquoi je parle de condensé d'expérience? Par exemple, j'ai reconnu dans l'écho médiatique qu'on donnait à des personnalités à fort ego des choses que j'avais vues sur les enjeux climat. J'ai vu une incompréhension des enjeux de la part, par exemple, de journalistes économiques ou politiques, peut-être le faible poids des journalistes scientifiques dans les rédactions, des enjeux d'éducation, de formation. Par exemple, sur la transmission aéroportée d'un virus, il me semble que ça, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de mal à être compris. Et je veux donner 2 exemples sur la question climat. Nicolas Sarkozy, interviewé par Laurence Ferrari et David Pujadas en 2009, je crois, sur TF1, grande écoute, et qui expliquait que les gaz à effet de serre, ça trouait la couche d'ozone et que c'était un problème pour le climat. On l'a entendu avant-hier d'un autre candidat à l'élection présidentielle, et à chaque fois, les journalistes politiques ont laissé dire cette énormité sans réagir. Ça pose vraiment des questions pour moi. Déni de gravité de la situation, aversion au changement, poids disproportionné accordé aux voix discordantes qui expriment une opinion non étayée par nécessairement des faits solides, surtout quand c'est rassurant, ce sont des choses assez similaires. L'autre chose que j'ai observée, c'est une vraie difficulté un peu institutionnelle en France de la communauté scientifique telle qu'elle fonctionne, avec ses organismes, ses comités éthiques, à réagir. Et les meilleures initiatives que j'ai vues sur le climat, ce sont parfois des initiatives de jeunes chercheurs,
Par exemple, un jeune scientifique aux États-Unis qui a monté un système qui s'appelle Climate Feedback, qui permet de faire du fact-checking d'articles de journaux sur la base des éléments de connaissance, rapidement, en fait, pour montrer, à un moment donné, que quelque chose qui circule est juste un tissu de foutaise. À un moment donné, il faut le dire. Ou bien, lorsqu'il y a eu des incendies majeurs en Australie, l'Institut Tyndall au Royaume-Uni, qui a mis en place un système de revue rapide de l'état des connaissances, donc une situation nouvelle, et très rapidement, un ensemble de scientifiques qui passent en revue la littérature scientifique et qui font un point, un briefing scientifique, en lien avec l'actualité, mais collégial. Pas l'opinion d'une personne faite dans un coin le soir après avoir enseigné ou fait sa propre recherche, mais quelque chose de collectif. Et ça, on voit que ce sont des choses qui font défaut, en fait, quand on a des situations un peu nouvelles qui émergent. Après, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est pour moi l'enjeu de formation. L'enjeu de formation, donc on est beaucoup, Christophe Cassou, qui est dans la salle ici aussi, un des auteurs du rapport du GIEC, qui a été à l'initiative, par exemple, d'initiatives nouvelles comme le train du climat pour créer des rencontres directes entre les scientifiques et la société. L'enjeu de se former pas uniquement sur le tas, chacun, mais un peu collectivement, en réfléchissant à la manière dont on s'exprime, à la manière dont on peut travailler avec les journalistes, à la manière dont ce qu'on essaie de communiquer est reçu par d'autres qui ont des valeurs, des visions du monde qui peuvent être très différentes. Avoir un retour d'expérience, pour moi, ce qui a été le plus utile, c'est un ensemble d'interventions dans des classes de lycée. Parce que les plus jeunes, les adolescents qui sont curieux, qui ont un bon esprit critique, quand ils ne comprennent pas, ils vous le disent tout de suite. Quand vous utilisez des termes trop techniques, ils vous le disent tout de suite. Et ce que je dis souvent, et c'est vraiment ce que je pense très sincèrement, c'est qu'on arrive à exprimer les points clés d'un rapport du GIEC à des élèves de seconde. On peut l'expliquer à un élu, à un président de la République, parce que ce sont les mêmes enjeux, je pense, pour être clair et pour être compris. Et ça se travaille, ça s'apprend aussi. Ça se travaille avec les spécialistes de la médiation, de la communication scientifique. C'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place pour le 6e cycle du GIEC, pour faire ce qu'on appelle en anglais « empowering », je ne sais même pas le terme français correspondant, mais donner confiance peut-être aux scientifiques qui sont les meilleurs spécialistes de ce domaine, qui ont une vision très large, leur donner confiance pour qu'eux-mêmes se sentent légitimes en ayant un minimum de préparation pour s'exprimer dans les médias, dans leur pays, où qu'ils vivent. Et ce travail-là, il prend un temps fou. Il prend un temps fou parce que on ne le fait pas forcément pendant notre journée, comme ça a été dit tout à l'heure. On va le faire le soir, le week-end. On va le faire sur notre temps personnel. Ça ne fait pas partie de ce qui est reconnu dans le cadre des carrières scientifiques. Et je pense que ça mériterait une attention vraiment approfondie. Et je termine avec ce dernier exemple. Je présente le dernier rapport du GIEC aux commissions développement durable du Parlement, donc Assemblée nationale, puis Sénat. Et à chaque fois, j'ai une question bizarre que je ne comprends pas tout de suite, où on me parle de bon méthane et de moins bon méthane, de méthane biogénique et de méthane fossile qui n'auraient pas le même effet sur le climat. Je ne comprends pas tout de suite. Et puis plus récemment, en regardant les réseaux sociaux, je vois se propager une désinformation très nette, avec une apparence un peu qui vient de la base, l'astroturfing qui est bien connu, des visuels qui ont l'air anodins, qui montrent une espèce de cycle du carbone fermé, en passant complètement sous silence l'effet de serre du méthane. Et je me rends compte que dans plein de pays, aux États-Unis, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, par exemple, cherchez le point commun, ce type en fait de désinformation circule très largement et qu'elle est très largement relayée auprès des politiques, auprès des acteurs de terrain, dans certaines filières, par exemple l'élevage, et sur les réseaux sociaux. Et comment y réagir, en fait ? Comment y réagir ? Donc, moi, je fais des longs fils Twitter par morceaux, en reprenant les éléments qui montrent le rôle du méthane, la toute petite mineure différence quand c'est du fossile ou bien quand ça provient de l'élevage, et en rappelant les enjeux les uns après les autres. Et en permanence, on fait face à cela, c'est-à-dire, c'est pas simplement un discours de connaissance et de bonne foi sur des enjeux associés à des prises de décision, des transformations. On a aussi en fait des spécialistes de communication, de relations publiques, qui utilisent des méthodes qui ont été largement éprouvées de marchands de doute, qui les diffusent insidieusement dans la société, sans forcément qu'il y ait un mécanisme qui permette de le déceler et de fournir une information factuelle vérifiée et deviner ce qui circule le plus. Malheureusement, c'est souvent la désinformation. Et ça nous pose une question, je pense, de fond, vraiment de fond, sur la place de la science dans nos sociétés,
c'est pas simplement une question de bonne foi, c'est aussi une question de détournement, en fait, des mécanismes de l'information pour servir, dans certains cas, des intérêts qui refusent simplement tout changement. Merci.